chapitre des mesures normatives. En point 1. Création d'agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin. L'objectif visé en créant ces agences est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers, ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux lois et règlements en vigueur. Constituées sous la forme d'établissements publics à caractère social et scientifique, elles auront pour mission principale d'élaborer, sur la base des orientations du gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en liaison avec les communautés, groupes et ou individus le cas échéant. Elles se chargeront également d'assurer leur mise en œuvre dans la perspective d'améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays. Au nombre de 4, ces agences sont l'Agence de sauvegarde de la culture Adjatado, l'Agence de sauvegarde de la culture Yoruba, l'Agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou, l'Agence de sauvegarde de la culture des montagnes. Il est important de signaler qu'elles ne disposent pas de territoire physique de compétence, mais couvrent plutôt des espaces socio-culturels. Une fois opérationnelles, ces agences, dont les statuts ont été par ailleurs approuvés, constitueront un creuset pour l'appropriation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de notre pays. En point 2. Modalités d'exécution du travail d'intérêt général. La loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant Code pénal en République du Bénin comporte certaines innovations en termes de mesures alternatives à la détention. Au titre de celle-ci, figure le travail d'intérêt général, dont le but est d'assurer en milieu ouvert une exécution efficace de certaines condamnations et de faciliter la réinsertion rapide des condamnés. Le présent décret fixe les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général, de même que la nature des travaux proposés, puis détermine les organes chargés de son application. Le texte précise que cette peine est exécutée dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, y compris le travail des femmes et des jeunes. Elle peut être mise en œuvre concomitamment avec l'exercice de l'activité professionnelle sans que la durée cumulée de l'activité salariée et du travail d'intérêt général ne puisse excéder 12 heures par jour. Les ministres chargés du dossier accompliront les diligences nécessaires pour son entrée en vigueur effective. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève en 2022. Et puis transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. Les activités entrant dans le cadre de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 à l'Assemblée nationale s'est achevée. Les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau ont fait le point à leur niveau. C'était face aux professionnels des médias ce mardi 30 janvier 2024 à la salle polyvalente Antoine Idji Kolawole au siège de l'institution. Outre le budget de l'État, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi numéro 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. Ce fut adopté le 11 décembre 2023. La loi numéro 2024-09 portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Une loi d'une importance capitale. Nous avons exercé avec rigueur notre rôle
et poser plusieurs questions essentielles et constructives et participer également au débat sur des questions posées par d'autres collègues, permettant ainsi de veiller à ce que les politiques publiques soient mises en œuvre dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous sortons donc de cette session avec un sentiment de fierté, conscient du travail accompli et des avancées réalisées. Alors, le texte dit quoi? C'est de revoir le calendrier électoral. Vous savez, le calendrier électoral a été figé dans la Constitution. Et c'est la seule chose qu'il a touchée. Il y a une autre correction d'une phrase. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. On a corrigé la phrase. D'ailleurs, c'est le président de la République qui a attiré notre attention sur le fait que ça fait 2 négations et que la phrase pouvait être prêtée à confusion. Donc, il a proposé, dans tous les cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc, c'est un renforcement de ce dispositif. Puisqu'en réalité, quand on dit qu'on va réviser la Constitution, tout le monde ne voit que le 3e mandat. En déplaçant le calendrier électoral pour permettre que les actuels puissent parrainer, c'est qu'on fait les présidentielles avant. On fait les présidentielles avant les législatives et communales. La conséquence, c'est que le président de la République, dans sa proposition, le nouveau président, va prendre service en mars et non en mai. Ce qui aboutit à une réduction du mandat actuel du président. C'est le geste qui traduit la clôture officielle des opérations d'enrôlement et de réception des dossiers des candidats à l'examen du baccalauréat, session de juin 2024. Nous sommes ici dans les locaux du Collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou, le centre choisi pour accueillir les candidats libres des départements de l'Atlantique et du littoral. Il sonnait 17h30 ce mercredi 31 janvier 2024. Les portes sont fermées. Plus d'enrôlement et de réception de dossiers. L'office du baccalauréat se conforme ainsi à la directive de l'UEMOA et aux tests qui encadrent la période d'inscription au Bénin. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Effectivement, les inscriptions des candidats libres et même des candidats officiels ont été lancées depuis le 15 décembre 2023 et se terminent aujourd'hui, le 31 janvier 2024. Alors, ces inscriptions ont été autorisées par un arrêté interministériel. Et c'est cet arrêté, n'est-ce pas, qui a arrêté, n'est-ce pas, ces dates-là. Et l'arrêté aussi tient compte des exigences de la directive. Vous savez que nous sommes dans le processus d'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA. Et cette harmonisation est telle que, sur le plan dans l'espace UEMOA, nous devons tous avoir, n'est-ce pas, les mêmes nombres de jours pour l'inscription au baccalauréat. Donc c'est au regard de tout ça là que les 45 jours francs ont été observés pour l'inscription des candidats libres. C'est aujourd'hui le dernier jour. Et vous-même, vous l'avez constaté, à 17h30, toutes les opérations ont été arrêtées pour que nous puissions respecter toutes les inscriptions des autorités à divers niveaux qui organisent le baccalauréat. Dans les rangs s'observent encore des retardataires et ceux qui ont fourni des dossiers incomplets. Des dispositions sont également prises par les responsables en charge de l'organisation de cet examen. Les dossiers incomplets, c'est pour les candidats officiels. Mais de façon exceptionnelle, il y a certains candidats qui déjà ont pris la quittance. Et étant donné qu'ils ont déjà pris la quittance et qu'ils ont fait l'inscription en ligne, donc ces candidats sont autorisés à déposer les dossiers même si ces dossiers sont incomplets. C'est de façon exceptionnelle cette année que le directeur général de l'Office du baccalauréat a pris cette mesure parce que l'année passée, beaucoup de candidats ont été pénalisés pour ça et des pétitions ont été faites
à l'endroit de l'autorité, et le directeur général du baccalauréat, n'est-ce pas, a accepté cette année pour prendre en compte ces retardataires. Mais je voudrais leur dire que c'est de façon exceptionnelle et cela ne peut pas être, n'est-ce pas, une règle pour les autres années à venir. Et pour ce qui concerne les retardataires, étant donné que il y a une forte médiatisation qui a été organisée autour de cette inscription, les candidats libres retardataires eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent plus être parmi les candidats au baccalauréat et qu'ils doivent attendre l'année prochaine. Les inscriptions se sont déroulées suivant un processus. Les responsables nous en parlent. D'abord, le candidat libre doit pouvoir s'inscrire en ligne. Donc, il y a une équipe qui est ici, dans tous les centres, au niveau de tous les départements, pour les accueillir. Alors, cette inscription en ligne se fait d'abord avec cette équipe. Et après l'inscription en ligne, étant donné qu'il y avait aussi les dossiers physiques qu'ils ont par devers eux, donc ils viennent, n'est-ce pas, pour déposer en confirmation de l'inscription en ligne les dossiers physiques, n'est-ce pas, afférents à cette inscription qu'ils déposent auprès, n'est-ce pas, des équipes qui sont là pour ça. Tous les éléments, tous les cadres, tous les représentants de l'office du baccalauréat et qui ont été envoyés au niveau des différents centres, je voudrais aussi leur dire merci pour le travail qui a été accompli, pour leur professionnalisme. Et je leur souhaite un bon retour à l'office du baccalauréat pour que, déjà dès demain, nous puissions centraliser les résultats et avoir à peu près un niveau, n'est-ce pas, du nombre de candidats inscrits pour cette session du baccalauréat. Le constat est le même dans tous les centres choisis pour la même opération sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère du Cadre de vie, des Transports chargé du développement durable a procédé à la revue du plan de travail annuel PTA au 31 décembre 2023. La présente revue du plan de travail annuel a permis d'apprécier les résultats obtenus en 2023, relever les écarts, les analyser, identifier les difficultés rencontrées et en tirer les leçons pour une meilleure amélioration des performances en 2024. Pour la gestion budgétaire 2023, la dotation initiale du ministère du Cadre de vie et des Transports à l'issue de la fusion, j'aime pas trop le thème fusion, vous le savez, mais à l'issue de la création de ce ministère du Cadre de vie et des Transports, qui découle de la fusion du ministère du Cadre de vie et du développement durable d'alors et du ministère des Infrastructures et des Transports, ces dotations officiellement s'élèvent à 375 milliards 844 millions 41 385 francs, dont 361 milliards 627 millions 665 359 francs pour les dépenses en capital, soit 96,22%, et 14 milliards 216 millions 376 026 francs pour les dépenses ordinaires, moins de 4%. Mais en tenant compte des dépassements de crédit et de tout ce que nous avons pu réaliser en 2023, notre budget final 2023 s'élève à 465 milliards 198 millions 356 874 francs, soit presque 90 milliards en plus. Il y allait dire presque 100 milliards en plus en termes d'exécution. En tenant compte des prévisions, je voudrais donc, vous l'avez certainement calculé, qu'au 31 décembre 2023, il a été globalement exécuté à 74,47% en termes d'exécution physique, 111,61% en termes d'engagement financier et 110,87% en termes d'ordonnancement. Comme on le fait toujours, en comparant à l'année antérieure, donc en comparant à 2022,
Ces taux étaient respectivement de 75,16%, 100,93% et 98,81%, soit des écarts estimés à plus 2,32, plus 10,68 et plus 11,06 points respectivement. Cette revue de performance qui fait le bilan de la gestion 2023 vise à analyser les résultats enregistrés au cours du dernier trimestre et de toute l'année en même temps, identifier les causes des écarts entre les réalisations et les prévisions et trouver les approches de solutions pour améliorer le niveau d'exécution du PTA de l'exercice 2024 que nous venons d'entamer. L'année 2024 qui commence est une année de croisière au cours de laquelle toutes les ressources doivent être mobilisées, toutes les ressources, voire plus, vous le savez déjà, pour achever la majorité des grands chantiers venus à maturité et démarrer de nouveau afin de combler les attentes de nos concitoyens. Le théâtre est fin prêt et la Coupe d'Afrique des Nations se transforme en un spectacle de rebondissement exceptionnel. Les mastodontes du football africain, Maroc, Sénégal, Égypte, Cameroun, Ghana, Algérie ou encore la Tunisie ont tous quitté prématurément la compétition, laissant place à des affiches inattendues et des duels pleins de suspense. Les quarts de finale dévoilent des équipes qui n'étaient peut-être pas sous les feux des projecteurs au départ, mais qui ont démontré un niveau de jeu remarquable. Le choc Nigeria-Angola et le face-à-face Congo-Guinée s'annoncent comme des rencontres explosives. La Côte d'Ivoire se mesurera au Mali, tandis que le Cap-Vert croise le fer avec l'Afrique du Sud. Tous les yeux sont rivés sur ces quarts de finale, dans l'espoir que ces rencontres imprévisibles continueront de captiver les passionnés de football en Afrique et dans le monde entier. Qui saura saisir cette opportunité, écrire un nouveau chapitre de l'histoire et soulever le prestigieux trophée de la CAN 2023 ? Les réponses se dessineront dans les jours à venir, promettant un spectacle footballistique inoubliable. Dans son discours sur l'état de la nation cette semaine, le président du Libéria, Joseph Nyouma Boakai, affirme avoir hérité d'une économie en très mauvais état. Boakai, 79 ans, qui a battu l'ex-footballeur George Weah lors du second tour de l'élection présidentielle, estime qu'il y a moins d'argent qu'il ne devrait y avoir dans les caisses de l'État. Le nouveau président qui a prêté serment le 22 janvier a déclaré lundi que le solde enregistré était de 20,5 millions de dollars et non de 40 millions de dollars comme l'avait affirmé l'ancien président Weah. Les médias libériens ont rapporté mercredi que le Sénat avait ordonné à la Banque centrale de clarifier les contradictions entre le président Boakai et son prédécesseur. Boakai a promis de veiller à ce que l'exécutif montre l'exemple grâce à des mesures de réduction des coûts, telles que de nouvelles règles budgétaires et des ordonnances de déplacement visant à limiter les dépenses inutiles. Le nouveau chef de l'État a rassuré les Libériens sur sa promesse antérieure d'auditer tous ceux qui sont en position d'autorité. Darfour, qui a été ravagé par les atrocités du conflit armé qui a explosé en 2003, est devenu l'épicentre de la guerre actuelle au Soudan. Face à la gravité de la situation, la Cour pénale internationale lance une enquête sur les crimes de guerre au Soudan. Madame la Présidente, sur la base du travail de mon bureau, je constate et j'évalue clairement qu'il y a des raisons de croire que des crimes relevant du statut de Rome sont actuellement commis au Darfour par les forces armées soudanaises, les forces de soutien rapide et les groupes affiliés. Cette guerre qui plonge le Soudan dans le chaos depuis avril dernier a entraîné des attaques sur des groupes ethniques non arabes. Comme je l'ai indiqué dans mon rapport au Conseil,
Les atrocités présumées qui ont été commises à El Geneina constituent un axe central de l'enquête que mon bureau mène actuellement. Et je peux confirmer au Conseil que nous recueillons un nombre très important de documents, d'informations et de preuves concernant ces crimes particuliers. Les combats ont déplacé plus de 7 millions de personnes et tué 12 000 individus. Les groupes de médecins locaux et les activistes affirment que le nombre réel de morts est bien plus élevé. J'ai rencontré 70 Darfouriens à Londres il y a 2 semaines qui sont également très actifs dans ce domaine. À entendre les récits, toute la communauté a été déracinée et ciblée pendant de nombreuses années et ils s'inquiètent vraiment du fait que le monde ne réagit pas face à leurs souffrances. Ils pensaient qu'ils étaient trop invisibles, trop insignifiants et trop pauvres pour constituer un véritable sujet de préoccupation pour la CPI et la communauté internationale. Le statut de Rome a institué la CPI en 2002 pour enquêter sur les pires atrocités commises dans le monde. L'activiste zimbabwéen Job Sikala va sortir de prison après 19 mois passés derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable d'incitation à la violence publique et condamné la semaine dernière à 2 ans de prison avec sursis. Monsieur Sikala était poursuivi dans cette affaire avec un député de l'opposition, Godfrey Sitole, mais c'est désormais un homme libre, a déclaré son avocat à la sortie de l'audience au tribunal d'Harar. L'un des principaux opposants du pays devrait être libéré ce mercredi. Job Sikala est un député et une figure du principal parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement au Zimbabwe. Il a été arrêté plus d'une 60aine de fois en 20 ans. À l'annonce de sa libération, des dizaines de soutiens ont chanté et levé le poing en signe de victoire sur les marches du tribunal. Depuis lundi, des incendies de forêt provoqués par le temps chaud et sec et les vents côtiers font des ravages dans les chaînes de montagnes autour du Cap en Afrique du Sud. 6 incendies se sont déclarés dans la région. L'un d'entre eux se dirigeait vers Pringle Bay où les autorités ont ordonné l'évacuation totale du village. Les habitants ont été contraints de s'installer dans une ville voisine afin de laisser les pompiers maîtriser les flammes. Je ne sais pas exactement combien de personnes ont été évacuées car beaucoup préfèrent rester chez elles ou se rendre chez leur famille. Je suis aussi un peu inquiète pour ceux qui n'ont pas de maison de vacances ici et qui en fait ne savent peut-être pas que c'est problématique. Le conseil municipal d'Overstrand a déclaré qu'un petit nombre de maisons a été touché et aucun blessé n'est à déplorer, mais les autorités ont déclenché le code rouge car les incendies présentent un danger grave et immédiat pour la population. Les États membres de l'Union européenne s'apprêtent à lancer une mission navale en mer Rouge d'ici la mi-février afin de protéger les navires contre les attaques des militants houthis du Yémen, a annoncé mercredi Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Nous sommes tous concernés par le trafic via le canal de Suez. De nombreuses entreprises européennes nous demandent de le faire parce que leurs modèles commerciaux en souffrent énormément. Ces modèles souffrent de la forte augmentation des coûts et de la nécessité de descendre jusqu'en Afrique du Sud et de ensuite faire tous les trajets jusqu'en Europe. Cela affecte les coûts. Cela se répercute sur les prix et donc sur l'inflation. Il est donc naturel pour nous d'essayer d'éviter ce risque. Cette nouvelle route passant par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud pourrait créer des opportunités pour les pays africains qui pourraient bénéficier de l'augmentation du trafic maritime.
S'exprimant lors d'une conférence sur les relations étrangères à Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a déclaré dimanche qu'un conflit armé est susceptible d'aggraver davantage la situation sécuritaire de la région en proie à la guerre entre Israël et le Hamas. L'unilatéralisme de l'Occident dans son soutien aveugle et inconditionnel à un régime illégitime d'apartheid et d'occupation a anéanti toutes les réalisations des humains dans le domaine du multilatéralisme et du droit international. Depuis le début de la crise, nous avons clairement déclaré que la guerre n'était pas la solution et qu'elle pourrait détériorer la sécurité de la région. Cela nous nuirait à tous. Peu après l'attaque meurtrière du Hamas en octobre et la réponse d'Israël, l'Iran a appelé l'Occident à forcer l'État hébreu à arrêter sa campagne militaire à Gaza, menaçant d'étendre la guerre à d'autres parties de la région.